Je suis Alex Foster. J'ai 32 ans, et mon propre père a publiquement qualifié une année de mon travail de déchet avant de frapper la touche supprimer devant tout mon département. Avant que je vous raconte comment cette simple frappe arrogante a fini par lui coûter son entreprise et par faire de moi un associé chez son principal concurrent, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Très bien, mettons les choses en place. Pour vraiment comprendre l'explosion finale assourdissante, il faut voir la mèche être posée pouce par douloureux pouce tout au long d'une longue année. Tout a commencé par une décision qui ressemblait à la fois à un retour aux sources et à une mission insensée. J'ai accepté de rejoindre l'entreprise familiale, Foster Analytics. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mon oncle, Robert Vance, était le PDG, un homme que je respectais énormément. Mais la division que je rejoignais, celle qui avait désespérément besoin d'aide, était dirigée par nul autre que mon père, Richard Foster. J'ai été embauché en tant que coordinateur des relations clients. Le titre était un peu pompeux, mais la mission était simple, stopper l'hémorragie, satisfaire les clients. Le problème, c'est que le poste semblait maudit. Le type que j'étais censé remplacer, un homme nommé Tom, n'avait tenu que 4 mois. L'entreprise perdait des comptes à un rythme qui rendait toute l'équipe nerveuse. La solution de mon père, cependant, n'a jamais changé. C'était son mantra, son évangile, plus d'appels, moins de temps par appel, et pour l'amour de Dieu, respecter le script. Lors de mon premier jour, il ne m'a pas fait visiter les locaux ni ne m'a présenté à l'équipe. Il m'a conduit à un petit box gris, a déposé une pile de dossiers clients sur le bureau avec un bruit sourd, et a dit, « Tiens, ce sont tes comptes. Ne les perds pas. » C'était tout. Mon grand accueil. J'ai passé toute cette première journée, et la suivante, juste à lire. Les dossiers étaient un monument déprimant au commerce impersonnel et robotique. Chaque journal de communication était un échange stérile de données et de clauses contractuelles. Les journaux d'appel notaient méticuleusement la durée à la seconde près, et j'ai vu que tout ce qui dépassait un seuil de 15 minutes était automatiquement signalé à l'encre numérique rouge vif avec la note « inefficace ». Il n'y avait aucune humanité dans ces pages. C'était comme lire le journal intime d'une machine particulièrement ennuyeuse. Ces clients n'étaient pas des gens avec des entreprises, des familles et des problèmes. C'étaient des numéros de compte. C'étaient des sources de revenus à exploiter. Et je savais, avec une certitude qui s'est installée au plus profond de mes os, que c'était le cœur de la pourriture. Ce n'était pas un problème de vente ou un problème de produit. C'était un problème humain. Mon père considérait le commerce comme une série de transactions. Je le voyais comme un réseau de relations. Cette différence fondamentale de philosophie n'était pas seulement un désaccord mineur dont nous pouvions débattre autour du dîner du dimanche. Je ne le savais pas alors, mais c'était une fissure capillaire dans les fondations de notre famille, et la pression augmentait jusqu'à un point où toute la maison était destinée à s'effondrer. Cette première semaine, assis dans ce box gris sans âme, je me suis fait une promesse silencieuse. Je n'allais pas être le prochain Tom, grillant en 4 mois. J'allais faire ça à ma façon. J'allais traiter ces numéros de compte comme les êtres humains vivants et respirants qu'ils étaient réellement. Je n'avais aucune idée que cette simple décision, ce petit acte silencieux de rébellion professionnelle, allait me mettre sur une trajectoire de collision avec mon propre père, un crash qui serait plus public, plus brutal et finalement plus libérateur que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le premier test de cette nouvelle résolution est arrivé beaucoup plus tôt que je ne l'avais prévu. Mon premier vrai test est arrivé dans ma 2e semaine, une épreuve du feu déguisée en appel de suivi de routine. On m'a assigné le dossier d'un homme nommé Monsieur Henderson, un client de longue date qui dirigeait une entreprise de logistique de taille moyenne dans l'Ohio. Son compte était constellé de drapeaux rouges. La désignation officielle était risque de non-renouvellement. Les notes dans son dossier, écrites dans le style concis et impersonnel de mon père, étaient brutales, client ne répond pas au suivi de mes standards. Peu probable qu'il renouvelle le contrat. Proposer une réduction de fidélité de 10% comme dernière tentative de rétention. C'était une solution préfabriquée pour un problème humain. La formation de mon père résonnait dans ma tête alors que je composais le numéro « Entre ». Confirme les données. Présente l'offre approuvée. Sort. 15 minutes, Alex. L'efficacité est reine. J'ai affiché le dossier numérique de Monsieur Henderson pendant que le téléphone sonnait. C'était un désert de données. Mais en faisant défiler, un petit détail enfoui au plus profond des notes d'intégration initiales d'il y a 5 ans a attiré mon attention. C'était un simple commentaire égaré,
probablement d'un représentant des ventes parties depuis longtemps, le client est veuf, vit avec son Golden Retriever, Buddy. Ce n'était rien. Une donnée sentimentale inutile pour mon père. Pour moi, c'était la seule chose humaine dans tout le dossier. C'était une ouverture. L'appel a commencé comme prévu. La voix de Monsieur Henderson était concise, professionnelle et teintée d'agacement. Il voulait clairement en finir. Nous avons passé en revue les affaires, les données, le bilan de santé superficiel. Je pouvais sentir qu'il se préparait à mettre fin à l'appel. Monsieur Henderson, ai-je dit, prenant un pari, c'est un peu aléatoire, et dites-moi si je dépasse les bornes, mais j'ai regardé dans votre dossier et j'ai vu une note d'il y a quelques années. Elle mentionnait que vous avez un Golden Retriever nommé Buddy. Je suis moi-même quelqu'un qui aime les chiens. Comment va-t-il? La ligne est devenue complètement silencieuse. Pendant 5 bonnes secondes, le seul son était le faible bourdonnement de mon ordinateur. Mon estomac s'est noué. J'ai tout gâché. J'ai dépassé la limite, et il allait raccrocher. Puis sa voix est revenue, mais elle était différente. Le ton dur et professionnel avait fondu, remplacé par quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Buddy, a-t-il dit, comme surpris d'entendre le nom. Il va bien, il prend de l'âge maintenant. Nous avons eu une vraie frayeur le mois dernier. Le vétérinaire pensait que c'était ses hanches, il s'est avéré que c'était une vilaine infection, mais il se remet. Et juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Pendant les 30 minutes suivantes, Monsieur Henderson n'a pas parlé de contrat, d'analyse ou d'accord de niveau de service. Il a parlé de son chien. Il m'a dit que Buddy était le dernier lien vivant avec sa défunte épouse, qu'elle l'avait choisi quand il était chiot. Il m'a parlé de leur promenade matinale dans le parc, du coût ridicule de la médecine vétérinaire et de l'inquiétude profonde qui l'empêchait de dormir la nuit. Je n'ai pas offert de solution. Je n'ai pas essayé de lui vendre quoi que ce soit. J'ai juste écouté. J'ai écouté comme un être humain. À la fin de l'appel, juste avant de raccrocher, sa voix était pleine d'une chaleur véritable qui n'était pas là auparavant. Vous savez, Alex, a-t-il dit, je suis client ici depuis 5 ans. Vous êtes la première personne qui m'ait jamais posé des questions sur mon chien. La toute première. Il a marqué une pause. Envoyez-moi les papiers de renouvellement. Et ne vous inquiétez pas pour cette réduction. On est bon. J'ai raccroché le téléphone, me sentant au sommet du monde. C'était une petite victoire, mais c'était la mienne. J'avais sauvé un compte à risque, non pas en suivant le script, mais en le jetant. J'ai enregistré l'appel, en notant le résultat. Le système a automatiquement enregistré la durée, 47 minutes et 18 secondes, un énorme drapeau rouge flagrant. Moins de 10 minutes plus tard, mon père se tenait au-dessus de mon bureau. Il tenait une copie fraîchement imprimée du journal d'appel, le E47-18 surligné comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Son visage était un orage. 47 minutes, a-t-il sifflé, gardant sa voix basse pour que tout le bureau n'entende pas, bien que sa fureur rayonnait de lui par vagues. De quoi diable pouvais-tu bien avoir à parler avec un client pendant 47 minutes? Je construisais une relation, papa, ai-je dit, ma confiance initiale commençant à vaciller sous son regard intense. Monsieur Henderson a renouvelé au prix fort. Il était sur le point de nous quitter. Je me fiche qu'il ait signé son entreprise entière à perpétuité, a-t-il rétorqué, sa voix un murmure venimeux. Ton travail consiste à être efficace, à faire du volume. Tu aurais pu faire 3, peut-être 4 appels pendant ce temps. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires ici. C'est une perte de temps, une perte de salaire. Que cela ne se reproduise plus. Il a froissé le papier dans son poing, l'a jeté dans ma poubelle et est retourné dans son bureau au mur de verre, me laissant l'impression d'avoir 10 ans et d'avoir été publiquement humilié. Ce soir-là, alors que je rangeais mes affaires, un message discret est apparu sur mon système de chat interne. Il venait de Sarah Chin, une jeune et brillante analyste de données qui était assise quelques boxes plus loin. Elle était calme, observatrice et était là depuis environ 1 an. Alex, j'ai vu ça. Ne le laisse pas t'atteindre. Le gars d'avant toi, Tom, il a essayé de faire les choses de la bonne manière. Il a brûlé en essayant d'être un robot. Ce que tu as fait avec Henderson? C'était bien. Je voulais juste que tu le saches. Son message était une petite bouée de sauvetage inattendue dans un océan de désapprobation. J'ai tapé une simple réponse merci, Sarah. J'apprécie.
Ça faisait du bien de savoir que je n'étais pas complètement fou, que quelqu'un d'autre voyait la valeur dans ce que j'essayais de faire. Elle est devenue mon alliée discrète, ma caisse de résonance secrète dans les mois qui ont suivi. Le véritable champ de bataille, cependant, n'était pas toujours le bureau. Souvent, c'était la table du dîner familial. Tous les dimanches, nous nous réunissions chez mes parents. C'était un ordre permanent. Mon frère aîné, Léo, était là, absorbant sans effort les éloges de mes parents comme une éponge. Léo travaillait au service financier de l'entreprise, un monde de feuilles de calcul propres, de chiffres précis et de résultats prévisibles, un monde que mon père comprenait et vénérait. Léo a clôturé le trimestre 5% au-dessus des prévisions, annonçait mon père, rayonnant de fierté alors qu'il découpait le rôti du dimanche. C'est mon garçon. Pas de bêtises, pas de fioritures, juste des résultats sur lesquels on peut compter. Ma mère, Éléanore, renchérissait, « Oh, Richard, il tient directement de toi son merveilleux esprit pour les chiffres. » Ce n'était pas une personne malveillante, ma mère, mais elle était une facilitatrice de classe mondiale. Sa fonction principale dans la famille était de maintenir une paix fragile et artificielle, ce qui signifiait généralement prendre le parti de mon père, aplanir ses aspérités et me ramener doucement dans le rang. Son mantra tacite était « Ne fais pas de vagues, Alex. » Ce dimanche, après l'appel Henderson, j'ai essayé de partager ma propre petite victoire. J'ai réussi à sauver le compte Henderson cette semaine, ai-je mentionné alors que les pommes de terre étaient passées. Il était signalé pour non-renouvellement, mais je l'ai retourné. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Celui avec qui tu as passé près d'une heure à bavarder au téléphone? Léo, mon frère, a souri d'un air narquois de l'autre côté de la table. 1 heure? Waouh, petit frère. Tu as dû lui faire un argumentaire de vente béton. Que as-tu dû donner pour le garder? Rien, ai-je dit, ma voix immédiatement sur la défensive. En fait, il a refusé la réduction. Je lui parlais juste, apprenant à le connaître. Il s'avère que le contact personnel fonctionne. Mon taux de rétention de la clientèle est déjà en hausse de 15% ce trimestre. Une anomalie de 15% a corrigé mon père, son ton méprisant. Ce n'est pas un modèle durable ou évolutif. Tu crées de mauvaises habitudes, Alex. Tu les habitues à ces longs appels bavards et affectueux, et tu crées un précédent que nous ne pouvons pas maintenir de manière générale. Concentre-toi sur les indicateurs. C'est là que se trouve la vraie valeur. Ma mère, voyant mon visage s'affaisser, est rapidement intervenue. Qui veut plus de dessert? J'ai fait une tarte aux pommes, a-t-elle dit avec une gaieté forcée. Léo, raconte-nous tout sur ce nouveau condo que tu regardes au centre-ville. Je suis resté assis là à pousser ma nourriture dans mon assiette, me sentant comme un fantôme à table. Peu importaient les résultats que je produisais. Dans le monde noir et blanc de mon père, si cela ne pouvait pas être quantifié selon ces conditions rigides, cela n'existait tout simplement pas. Mon succès était une anomalie. Mes méthodes, une inefficacité. Les feuilles de calcul prévisibles et stériles de Léo avaient une valeur réelle. C'est devenu le schéma suffocant de ma vie. J'allais au travail, ignorant activement les notes de service à l'échelle de l'entreprise de mon père sur l'optimisation de la durée des appels, et je me connectais simplement avec les gens. J'ai envoyé à un client à Seattle un lien vers un bon éducateur canin pour leur nouveau chiot sauvé. J'en ai envoyé un autre en Floride une carte de condoléances lorsque sa mère est décédée. Je me suis souvenu des anniversaires. Je me suis souvenu des anniversaires d'entreprise. Je me suis souvenu des noms de leurs enfants et des universités auxquelles ils postulaient. Et mes chiffres, les indicateurs même qui inquiétaient mon père, n'ont cessé de grimper. Mes scores de satisfaction client ont grimpé en flèche, devenant les plus élevés du département de loin. Le filet de clients demandant spécifiquement à être transféré à mon portefeuille est devenu un flux constant et indéniable. Mais à chaque succès, à chaque résultat positif, la désapprobation et le ressentiment de mon père grandissaient. Il m'attirait dans son bureau pour des examens hebdomadaires qui n'étaient en réalité que des interrogatoires à peine voilés. Pourquoi ton appel avec Omnicorp a-t-il duré 35 minutes? Leur transfert de données était transparent. La fille de leur PDG vient d'être admise à l'université de son premier choix, NYU. Il était ravi. Nous en avons parlé pendant quelques minutes. Et comment exactement, demandait-il, se penchant au-dessus de son bureau, cela profite-t-il à nos résultats, Alex? Parce qu'il nous considère maintenant comme un partenaire de confiance, pas seulement comme un autre fournisseur, argumentais-je, ma propre frustration augmentant à chacune de ces rencontres.
Ils nous considèrent comme des gens qui se soucient réellement. Mon père se contentait de secouer la tête, avec un regard de profonde et lasse déception sur son visage, un regard qu'il avait perfectionné tout au long de ma vie. C'est un non-sens sentimental, mon fils. C'est une entreprise, pas un cercle de femmes. Serre la vis. Sois plus professionnel. Plus je réussissais, plus il essayait de me forcer à retourner dans sa boîte suffocante. C'était comme s'il ne supportait pas l'idée qu'une méthode si étrangère à la sienne puisse fonctionner. Ce n'était plus seulement un désaccord sur la stratégie commerciale. C'était un affront personnel à toute son identité, à ses 30 années de faire les choses d'une certaine manière. Alors, j'ai commencé à tout documenter. Chaque conversation personnelle, chaque petit détail dont je me souvenais, chaque courriel positif, je l'ai enregistré, non pas dans le système officiel de l'entreprise où il pouvait le rejeter, mais dans ma propre base de données privée et cryptée. J'ai commencé à construire un document que j'ai intitulé « Analyse de la proposition de valeur ». J'étais déterminé à prouver, dans son propre langage froid et dur de chiffres et de données, que mon non-sens sentimental générait des revenus réels et tangibles. Je construisais un argument non seulement pour mes méthodes, mais aussi pour ma propre santé mentale et ma propre estime de soi. Je pensais que si je pouvais juste rassembler suffisamment de preuves, si je pouvais lui présenter un argument irréfutable et indéniable, il devrait finalement voir. Il devrait finalement reconnaître que je n'étais pas seulement son fils raté qui jouait. Il devrait finalement me respecter. J'étais tellement naïf. Je pensais que je me préparais à un débat logique. Je n'avais aucune idée que je rassemblais en fait des preuves pour mon propre procès public. Et mon père ne se préparait pas à être le procureur. Il se préparait à être le juge, le jury et le bourreau. Le point de bascule est arrivé environ 10 mois après mon entrée en fonction. Par une journée d'automne fraîche et croquante, l'entreprise a organisé son sommet semestriel du leadership, un événement obligatoire où tous les chefs de département, les vice-présidents et les cadres supérieurs se réunissaient pour examiner les performances de l'entreprise. Mon père, en tant que chef de département, était présent. Moi, en tant que simple coordinateur, je ne l'étais pas. J'étais à mon bureau en train de sauver un compte qu'un des représentants de la vieille garde avait presque ruiné quand Sarah m'a envoyé un message sur le chat. « Alex, tu devrais peut-être regarder la diffusion en direct. Ton oncle est à l'antenne. » J'ai affiché la diffusion interne de l'entreprise sur un deuxième moniteur. Mon oncle, Robert Vance, le PDG, se tenait au podium. Robert était tout ce que mon père n'était pas. Là où mon père était rigide, bruyant et dogmatique, mon oncle était calme, observateur et adaptable. C'était un homme d'affaires vraiment astucieux qui jouait carte sur table. Sa relation avec mon père était une source constante de commérage au bureau. Ils étaient beaux-frères, liés par les fils fragiles de la famille, mais dans le monde des affaires, ils étaient comme l'eau et l'huile. Et enfin, dit Robert, sa voix calme remplissant l'auditorium silencieux alors qu'il cliquait sur une nouvelle diapositive sur l'écran géant derrière lui, je veux souligner un point particulièrement positif dans ce qui a été une année difficile pour la rétention. La diapositive montrait un graphique avec une courbe ascendante spectaculaire. Le titre était « Le taux de rétention de la clientèle, compte clé ». Notre rétention globale de la clientèle a été un défi, comme vous le savez tous, a-t-il poursuivi. Cependant, une division a connu un redressement remarquable, et je veux dire vraiment remarquable. Le département des relations clients sous la direction de Richard a affiché une amélioration de 37% de la rétention de la clientèle au cours des 2 derniers trimestres. Une salve d'applaudissements polis et corporatifs a traversé la pièce. J'ai ressenti une petite poussée de fierté inconnue. C'était mon travail. C'étaient mes chiffres. J'avais presque à moi seul remonté la moyenne de ce département. J'imaginais mon père à la table d'honneur, peut-être s'autorisant un petit sourire de reconnaissance à contre-cœur. La caméra de la diffusion en direct a brièvement balayé l'équipe de direction. Elle s'est arrêtée sur mon père pendant une seconde seulement, mais c'était suffisant. Il n'y avait aucune fierté sur son visage, aucun sourire. Son visage était comme du granit ciselé. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle a tressailli le long de sa joue. Ses yeux, fixés sur mon oncle, brûlaient d'une rage froide et contenue qui était presque effrayante. Il n'était pas fier. Il était incandescent de fureur. Il était furieux que mon oncle félicite publiquement son département pour des résultats obtenus en utilisant des méthodes qu'il détestait, des méthodes qu'il considérait comme faibles et non professionnelles. Dans son esprit, j'avais non seulement désobéi à ses ordres directs, mais j'avais maintenant, grâce à mon succès,
donner l'impression qu'il était un imbécile devant ses pairs et son propre beau-frère. Les retombées ont été rapides et brutales. Le lendemain matin même, il m'a convoqué dans son bureau. La porte s'est claquée derrière moi, un son qui m'a soudain semblé inquiétant. « Cette cascade que tu as faite, a-t-il commencé, sa voix d'un calme trompeur, qui était toujours son ton le plus dangereux. « Quelle cascade ?» ai-je demandé, sincèrement confus. « Faire en sorte que Robert fasse l'éloge de tes chiffres devant toute l'équipe de direction. Me prendre à revers pour me faire passer pour un idiot. Je n'ai rien fait, papa. Je ne savais même pas qu'il allait en parler. Ce sont les vrais chiffres. Je pensais que tu serais content. » Il a laissé échapper un rire court, amer et sans humour. « Content ? Tu es en train de saper tout mon processus. Tu rends ce département ingouvernable avec tes opérations hors de contrôle. Alors, tu penses que ta façon de faire est tellement meilleure. Tu penses que tes petites discussions sur les chiots et les tantes malades sont une sorte de solution miracle ? » Il s'est penché en avant, ses yeux se plissant en fente. « Prouve-le. » « Que veux-tu dire, prouve-le ? Les chiffres sont la preuve. »« Non, a-t-il dit, en secouant la tête. Les chiffres sont viciés par tes méthodes. Je veux un audit complet de chaque interaction avec un client que tu as eu au cours de la dernière année. Je veux chaque appel, chaque courriel, chaque contact personnel documenté. Et je veux que tu relis chacun d'entre eux à un résultat spécifique, direct et générateur de revenus. Plus de vagues et construction de relations. Je veux des données concrètes, des dollars et des cents. Tu as un mois. » C'était une tâche herculéenne, une punition déguisée en mission professionnelle. Il m'enterrait sous le travail, me piégeant pour que j'échoue. Il savait que les données étaient là, mais il pensait que le volume de la tâche m'écraserait, ou que je serais incapable de tracer les lignes directes et indéniables entre une conversation sur un chien et un contrat renouvelé que son esprit rigide exigeait. « Très bien, ai-je dit, ma propre colère finissant par égaler la sienne. Je vais le faire. » Pendant le mois suivant, j'ai à peine vu la lumière du jour. J'ai vécu et respiré cet audit. Sarah Chin, mon alliée discrète, a vu ce qui se passait. Elle restait souvent tard, oubliant de rentrer chez elle, et se glissait silencieusement vers mon bureau pour m'aider à extraire des données, à croiser des rapports et à formater la montagne de feuilles de calcul. « Il essaie de t'enterrer, Alex, a-t-elle dit un soir alors que nous étions entourés de récipients de plats à emporter vidés de piles de papier. Je sais, ai-je répondu, mes doigts volant sur le clavier. Mais il va échouer. Cet audit est devenu mon obsession singulière. C'était l'analyse de la proposition de valeur que j'avais déjà commencé, mais maintenant à une échelle que je n'avais jamais imaginée. J'y ai déversé toute mon énergie. Et au fur et à mesure que je travaillais, le tableau qui s'est dégagé était encore plus clair et plus puissant que je ne l'espérais. J'ai trouvé une chaîne de courriels où une conversation décontractée de 2 minutes au sujet du match de baseball gagnant du fils d'un client avait directement conduit à l'expansion de leur forfait de service, une augmentation nette de 40 000 $ des revenus annuels. J'ai trouvé un journal d'appel où le fait que je me sois souvenu du 5e anniversaire d'un petit entrepreneur avait entraîné le paiement anticipé de tout le contrat de l'année suivante, améliorant considérablement notre flux de trésorerie pour ce trimestre. J'ai méticuleusement retracé cette fameuse conversation sur le chien de Monsieur Henderson à 3 recommandations distinctes de grande valeur qu'il nous avait envoyées, totalisant plus de 70 000 $ de nouveaux contrats. Tout était là. Alors que je me noyais sous le travail, mon frère Léo a soudainement commencé à agir comme mon plus grand soutien. Il passait à mon bureau, un air de profonde inquiétude gravé sur son visage. « Eh, mec, j'ai entendu ce que papa te fait subir. C'est vraiment dur. Tu tiens le coup ? » « Je me débrouille, disais-je, toujours un peu méfiant face à son soudain intérêt fraternel. « Eh bien, écoute, dit-il un après-midi, baissant la voix d'un air conspirateur, je sais que tu es loyal, mais tu as des options. Je parlais à un de mes amis, un chasseur de tête de premier plan, et j'ai mentionné ta situation. Il a dit que le marché est incroyablement chaud en ce moment pour les gars avec ton genre de compétences. Tu sais, les gens avec une intelligence émotionnelle réelle, les gens qui peuvent se connecter. Il a glissé une carte de visite sur mon bureau, disant simplement, tu n'es pas obligé de supporter ces conneries pour toujours. J'ai jeté un coup d'œil à la carte et l'ai repoussée vers lui. Merci, Léo, mais je vais aller jusqu'au bout. Il haussa les épaules, tapotant mon épaule avec un soupir théâtral. D'accord, petit frère. Je veille juste sur toi. Ce que je ne savais pas, c'est que Léo ne veillait pas seulement sur moi.
Il essayait activement et secrètement de me faire quitter l'entreprise. Il avait pris quelques points clés de mon travail, la statistique de rétention de 37%, un témoignage élogieux d'un client que j'avais reçu, et les avait transmis à son ami chasseur de tête avec une note, ce type est une star freinée par une direction à l'ancienne. Vois si tu peux lui trouver un foyer. Sa logique était simple, égoïste et incroyablement myope, donner à Alex une offre alléchante d'un concurrent. Alex, en a marre de papa, part. Le problème de son succès conflictuel est résolu, et le propre chemin de Léo vers un poste de direction est libéré d'un rival potentiel. Il pensait qu'il allumait un pétard inoffensif pour me faire peur et me faire partir. Il n'avait aucune idée qu'il allumait en fait la mèche d'une bombe qui ferait exploser toute notre famille. Une semaine avant la date limite de mon audit, j'ai reçu un message soigneusement formulé sur LinkedIn. Il venait d'une femme nommée Isabella Rivera, la PDG d'un concurrent en pleine croissance, Rivera Partners. Son nom était bien connu dans notre industrie. Son entreprise était celle que tout le monde surveillait. Le message était bref et direct, Alex, votre réputation de gestion innovante de la clientèle vous précède. J'aimerais vous offrir un café et discuter de votre philosophie. Sans engagement. Intrigué, et franchement ayant besoin d'une pause, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café discret du centre-ville. Isabella était tout ce que mon père n'était pas, dynamique, pointue, avant-gardiste et une auditrice incroyable. Elle n'a pas parlé d'indicateurs. Elle a parlé de vision. Nous pensons qu'à l'ère de l'automatisation totale, la connexion humaine authentique est la marchandise la plus précieuse et la plus rare dans le monde des affaires, m'a-t-elle dit, ses yeux pétillants de passion. Ce que tu fais n'est pas un non-sens sentimental, Alex. C'est l'avenir, et beaucoup d'entreprises sont trop aveugles pour le voir. Elle a fait une offre préliminaire douce, un poste de directeur principal, une équipe à construire à partir de zéro, une autonomie complète, et elle a mentionné une fourchette de salaire qui a fait presque tomber ma mâchoire. Aussi tentant que ce soit, mon orgueil têtu était toujours lié à Foster Analytics. Isabella, je suis sincèrement honoré, ai-je dit. Vraiment, mais je dois aller jusqu'au bout de quelque chose dans mon entreprise actuelle d'abord. J'ai un point que je dois prouver. Elle a souri, un sourire entendu et patient qui me donnait l'impression qu'elle comprenait plus que je ne le disais. Je comprends. L'offre tient toujours, Alex. Elle ne va nulle part. Quand tu seras prêt, ma porte sera toujours ouverte. Cette conversation a ravivé un nouveau feu en moi. La dernière semaine de l'audit a été un flou alimenté à la caféine. J'ai finalisé le rapport. Il faisait 53 pages. C'était un chef-d'œuvre de données, de narration et de preuves indéniables. Il prouvait hors de tout doute que mes méthodes avaient généré plus de 250 000 $ de revenus directs, traçables et supplémentaires. C'était irréfutable. C'était indéniable. C'était ma vérité. La veille de la grande réunion de planification stratégique où j'étais censé présenter mes conclusions, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline nerveuse. C'était ça, l'épreuve de force finale. J'ai joint le PDF de 53 pages à un nouveau courriel. Je l'ai adressé à mon père, puis, dans un geste d'auto-préservation stratégique, j'ai mis mon oncle, Robert Vance, en copie. Je ne faisais plus seulement un rapport à mon gestionnaire. Je faisais un rapport au PDG. La réponse de mon père est revenue en moins d'une minute, un seul mot glaçant, reçu. La réponse de mon oncle est arrivée 1 heure plus tard. Elle était légèrement plus encourageante, rapport intéressant, Alex. Très complet. Sois prêt à en discuter à la réunion stratégique de demain. J'ai rangé ma mallette ce soir-là, me sentant comme un gladiateur moderne se dirigeant vers le Colisée. J'étais armé de la vérité, de faits et de chiffres. Je croyais qu'il serait mon bouclier et mon épée. Je suis entré au bureau le lendemain matin, prêt à me battre. Je ne réalisais tout simplement pas que mon adversaire n'avait pas l'intention de se battre loyalement. Il avait déjà décidé d'incendier toute l'arène. Le matin de la réunion stratégique, l'atmosphère au bureau était chargée d'une étrange énergie statique. C'était d'un calme troublant. Les gens de mon département, les gens à qui je parlais tous les jours, évitaient soudainement mes yeux. Janet, de la comptabilité, est devenue intensément fascinée par une feuille de calcul alors que je passais devant elle. Tom, des ventes, qui habituellement faisait retentir un bonjour à travers les box, s'est contenté d'un hochement de tête bref et pincé et s'est enfui vers la machine à café. Quelque chose n'allait pas. Mon père est sorti de son bureau à 9 h du matin pile. Il a dépassé mon bureau comme si j'étais invisible,
son visage étant un masque sombre et illisible. Il portait un seul dossier mince, pas le classeur épais qui, je le savais, contenait mon rapport méticuleusement imprimé. Un œuf froid et lourd a commencé à se former dans le creux de mon estomac. Ce n'était pas bon. Markham, un cadre supérieur mielleux et l'un des plus fidèles acolytes de la vieille garde de mon père, a fanfaronné devant mon bureau quelques minutes plus tard. Il s'est arrêté, se penchant avec un sourire narquois et conspirateur. « J'ai entendu dire que tu avais écrit un roman, Foster, a-t-il ricané, sa voix basse. J'espère que tu es prêt pour la critique du livre. J'ai entendu dire que le critique est de mauvaise humeur. » Il a gloussé pour lui-même et s'est éloigné en traînant les pieds, me laissant avec un sentiment profond et nauséabond d'appréhension. À 9h15, une notification de courriel est apparue sur mon écran. Elle venait de mon père. La ligne d'objet ne contenait que 2 mots, en majuscules, réunion DE département urgente. Le corps du courriel était encore plus concis, mon bureau, tous les effectifs. C'était ça. L'embuscade. Il n'allait pas me laisser avoir mon moment lors de la réunion stratégique principale avec le PDG. Il allait essayer de me discréditer, de me couper les jambes, d'abord dans un cadre plus restreint et plus contrôlé. Une frappe préventive. J'ai pris une grande inspiration tremblante, j'ai redressé ma cravate et j'ai repoussé ma chaise. Mes jambes me semblaient étrangement lourdes. Alors que je marchais vers son bureau au bout du couloir, j'ai vu Brenda, son adjointe à la direction depuis 15 ans, à son bureau. Brenda était une figure permanente de l'entreprise, une femme calme et gentille qui avait tout vu, tout entendu et n'avait rien dit. Elle était l'âme de la discrétion. En passant, elle a levé les yeux de son écran, et ses yeux ont rencontré les miens. Ils étaient remplis d'une expression que je n'ai pas tout à fait su identifier au début. Ce n'était ni de la colère ni de la méchanceté. Ce n'était même pas de la curiosité. C'était de la pitié, une pitié profonde et douloureuse. Ce seul regard de sa part m'a fait plus peur que le ricanement de Markham ou le silence de mon père. C'était un avertissement silencieux et désespéré. J'ai poussé la lourde porte en chêne du bureau de mon père. La pièce était déjà bondée. Les 23 employés du service des relations clients étaient entassés à l'intérieur, debout épaule contre épaule le long des murs, assis sur le petit canapé en cuir, perché sur le bord du buffet. L'air était épais et suffocant. C'était complètement silencieux. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je trouvais une place près de la porte, le dos littéralement au mur. Mon père se tenait derrière son grand bureau imposant, les mains fermement posées sur sa surface polie. Le grand écran sur le mur derrière lui était allumé, reflétant l'écran de son bureau. « Merci d'être venu si rapidement » a-t-il commencé, sa voix résonnant d'une fausse formalité glaçante. J'ai convoqué cette réunion pour aborder un problème grave et urgent concernant la méthodologie de notre département et nos normes professionnelles fondamentales. Il a cliqué sur sa souris. La page de couverture de mon rapport, analyse de la proposition de valeur, a rempli l'écran. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. C'était ça. Il allait le projeter devant tout le monde, le décortiquer ligne par ligne, m'humilier avec mes propres mots. J'ai passé les 12 dernières heures à examiner ce document, a-t-il dit, le mot au document dégoulinant de mépris, préparé par Alex Foster. Il a commencé à le faire défiler, sans s'arrêter pour lire, sans mettre en évidence un point précis, laissant simplement les pages défiler dans un flou insignifiant. 53 pages, a-t-il dit, en secouant la tête avec une incrédulité théâtrale. 53 pages de preuves anecdotiques, de violations non professionnelles des limites émotionnelles et, franchement, de niaiseries sentimentales. Il a arrêté le défilement et a pointé un doigt rigide vers l'écran. Il prétend ici qu'une conversation de 47 minutes sur le chien d'un homme est une activité génératrice de revenus. Il prétend que l'envoi de cartes de condoléances est une initiative stratégique. Ce ne sont pas des affaires. C'est une responsabilité. C'est un gaspillage colossal de temps et de ressources de l'entreprise. Cela crée un précédent dangereux et inefficace, et cela se termine maintenant. Ma bouche est devenue sèche. J'ai essayé de former un mot, n'importe quel mot de défense. Je voulais crier, regardez les chiffres. Regardez les graphiques. Regardez le $250 000 de revenus. Mais l'audace pure et stupéfiante de son attaque, la nature publique de celle-ci, la trahison de celle-ci, m'ont coupé le souffle. J'étais paralysé. La pièce était d'un calme mortel. Mes collègues, les personnes avec qui je travaillais tous les jours, fixaient leurs chaussures, les tuiles acoustiques du plafond, n'importe où sauf moi ou mon père.
Il a positionné son curseur de souris sur le dossier sur son bureau où était enregistré le fichier du rapport. Le dossier était simplement intitulé Audit d'Alex. Toute cette approche, a-t-il déclaré, sa voix s'élevant à un rugissement à plein poumon qui semblait ébranler le verre même des murs de son bureau, est un déchet. Il m'a regardé directement alors, ses yeux brillant d'un éclat cruel et triomphant. Il pensait qu'il m'avait. Il pensait qu'il avait gagné. Et puis il a fait quelque chose de si mesquin, de si destructeur, de si absolument définitif, que cela restera gravé dans ma mémoire aussi longtemps que je vivrai. Il a cliqué avec le bouton droit de la souris sur le dossier. Le petit menu blanc est apparu. Son curseur s'est déplacé lentement, délibérément, comme une guillotine en cours de positionnement, planant au-dessus d'un seul mot, supprimé. Mon esprit a crié, un nom, silencieux et primordial. Il m'a regardé une dernière fois, une dernière torsion du couteau, une dernière affirmation de son pouvoir absolu sur moi. Recommence, a-t-il dit, sa voix tombant à un ordre froid, plat et dévastateur. Et il a cliqué sur oui. Le dossier a disparu de l'écran. Pouf. Disparu. Une année de mon travail. 53 pages de preuves. Des centaines d'heures de ma vie. Mon stress. Mon espoir, effacé en un instant, devant tout le monde. Le silence qui a suivi a été absolu, profond. C'était le silence d'un vide. Le silence d'une exécution publique. Je suis resté là figé, le sang rugissant dans mes oreilles comme un train de marchandises. Je n'ai rien ressenti et tout à la fois, une humiliation brûlante, une rage glaciale. Et en dessous de tout cela, une clarté étrange, creuse et libératrice. Et dans ce silence assourdissant et suffocant, un nouveau son a émergé, un son doux et numérique. C'était mon téléphone qui vibrait dans ma poche. C'était un son d'un autre monde, d'une autre vie. Il a sonné à nouveau, bourdonnement persistant et insistant, presque comme en transe. J'ai fouillé dans ma poche et je l'ai sorti. L'écran était allumé, une balise dans la pièce sombre étendue. Le nom affiché à l'écran ressemblait à une bouée de sauvetage lancée depuis une rive lointaine, depuis un avenir que je n'avais pas encore osé revendiquer, Isabella Rivera. Le monde est revenu à une netteté vive et douloureuse, le bureau étouffant, les yeux baissés de mes collègues intimidés, le sourire satisfait ailé sur le visage de mon père. Tout est devenu clair comme de l'eau de roche. Le débat était terminé. Il avait fait son dernier argumentaire brutal. C'était maintenant à mon tour de rendre le verdict. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, le nom Isabella Rivera brillant comme une promesse. Puis j'ai lentement levé la tête et j'ai regardé directement mon père. Le regard suffisant et satisfait était toujours plaqué sur son visage. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il m'avait complètement brisé, qu'il m'avait remis à ma place comme un enfant qui se conduisait mal. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre la clé de ma propre cage et d'ouvrir la porte. J'ai accepté l'appel. Isabella, ai-je dit, ma voix étonnamment stable et claire. Toute la pièce me regardait, fascinée, retenant son souffle collectif. Le sourire suffisant de mon père a vacillé, remplacé par une lueur de confusion et d'agacement. Alex, j'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Sa voix est passée, nette et professionnelle. Non, en fait, ai-je dit, les yeux rivés sur ceux de mon père, refusant de détourner le regard. C'est le moment idéal. J'ai délibérément tourné légèrement mon corps, donnant le dos à mon père dans un petit acte de défiance profondément satisfaisant. J'ai sérieusement réfléchi à notre conversation de la semaine dernière. J'ai pu entendre la respiration courte et intelligente d'Isabella à l'autre bout du fil, et elle a demandé, « Et ? » J'aimerais discuter des détails de votre offre, ai-je dit, parlant fort et clairement, m'assurant que chaque personne dans cette pièce silencieuse et étouffante pouvait entendre chaque mot, le poste de directeur principal, les responsabilités de chef d'équipe, les options d'achat d'actions, tout cela. Le visage de mon père, que je pouvais voir dans ma vision périphérique, est passé de confus à cramoisi en un clin d'œil. Alex, raccroche ce téléphone tout de suite, a-t-il ordonné, son autorité sonnant déjà creux et minuscule. Je l'ai ignoré comme s'il était une mouche bourdonnante dans la pièce. Je suis disponible pour commencer immédiatement, ai-je continué au téléphone, projetant une aura de contrôle calme que je ne savais pas posséder. Ma démission ici chez Foster Analytics est effective à partir de ce moment. C'est une nouvelle fantastique, Alex, a déclaré Isabella, et je pouvais entendre la véritable excitation dans sa voix. Absolument fantastique. Nous demanderons au RH de rédiger la lettre d'offre officielle et de l'envoyer dans l'heure, $600 000, plus l'ensemble des actions que nous avons discutées.
bienvenue à bord. Nous sommes ravis de vous avoir. 600 000 $. Quelqu'un au fond de la pièce a chuchoté audiblement. Le chiffre flottait dans l'air, un chiffre choquant et impossible qui semblait aspirer tout l'oxygène restant de la pièce. C'était plus que ce que mon père gagnait. Merci, Isabella, ai-je dit calmement. Je vous rappellerai dans quelques minutes pour finaliser les détails. J'ai mis fin à l'appel et j'ai remis le téléphone dans ma poche comme si je faisais ça tous les jours. Je me suis tourné lentement pour faire face à mon père. Le conquérant triomphant avait disparu. À sa place, il y avait un homme bredouillant, paniqué et acculé. Son visage s'était vidé de toute couleur, passant du rouge à un blanc pâle maladif. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-il balbutié, sa voix se brisant. Tu ne peux pas simplement démissionner. Il y a des procédures. Il y a un contrat. Un préavis de 2 semaines. Je pense que, dans ces circonstances extraordinaires, nous pouvons contourner les procédures standards, ai-je dit, ma voix aussi froide et dure que l'acier, détruisant volontairement le travail d'un employé dans un forum public, créant ce que tout avocat définirait comme un environnement de travail hostile et abusif. Je suis à peu près sûr que cela annule la clause de préavis de 2 semaines dans mon contrat. Mais ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté, laissant les mots suivants atterrir avec précision, je demanderai à mon avocat de le vérifier cet après-midi juste pour être sûr. Le mot avocat semblait atterrir comme un coup physique. Il a aspiré l'air restant de ses poumons. Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson sur un quai, mais aucun son ne sortait. Il avait l'air complètement perdu. Juste à ce moment-là, comme par magie, la porte du bureau s'est ouverte avec force. C'était mon oncle, Robert Vance. Il a jeté un coup d'œil à la scène, les employés terrifiés pressés contre les murs, le visage cendré et abasourdi de mon père, ma propre contenance stoïque et défiante, et son expression s'est durcie en une fureur froide. Il n'était plus le PDG affable du sommet du leadership. C'était l'homme qui dirigeait une entreprise de plusieurs millions de dollars, et il avait l'air prêt à la brûler pour la sauver. « Que diable se passe-t-il ici » a-t-il demandé, sa voix calme, mais véhiculant plus d'autorité brute que les cris de mon père ne pourraient jamais le faire. Mon père, voyant son beau-frère, a semblé trouver une lueur d'espoir. « Robert, Dieu merci. Alex il essaie de démissionner. Il va chez notre plus grand concurrent, Rivra Partners. Il a pointé un doigt tremblant et accusateur vers moi. Il essaie de nous faire chanter. » Le regard perçant de Robert s'est tourné vers moi. Il était illisible, calculateur. « Alex ?» Avant que je puisse prononcer un mot, une petite voix hésitante s'est élevée sur le côté. C'était Brenda, l'assistante administrative timide et longanime de mon père. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. « Monsieur Vance, dit-elle, les yeux fixés sur le sol, Monsieur Foster, il vient de supprimer tout le rapport d'audit d'Alex devant nous tous. » Les yeux de Robert se sont plissés, se fixant sur mon père. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. « Tu as fait quoi » a-t-il demandé, sa voix dangereusement, anormalement basse. C'était des ordures, a lâché mon père, son sang-froid complètement disparu, remplacé par une attitude défensive désespérée et gémissante. Ce n'était pas professionnel. Je lui donnais une leçon de standard. Une leçon. La voix de Robert était maintenant teintée de pur mépris absolu. Une leçon sur quoi, Richard? Comment détruire les actifs de l'entreprise? Comment humilier publiquement notre employé le plus performant? Comment emballer personnellement notre meilleur talent et le conduire directement dans les bras de notre rival le plus dangereux? Il a fait un pas de plus vers mon père, qui a en fait tressailli. Rivra Partners essaie de débaucher Alex depuis 2 semaines. Isabella Rivra elle-même a eu la courtoisie professionnelle de me prévenir la semaine dernière. De dirigeant à dirigeant, elle m'a dit qu'elle lui faisait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, car il était criminel que son talent soit si mal géré ici. Robert a laissé échapper un rire amer. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Je lui ai dit que cette entreprise, cette famille, reconnaissait et récompensait ses talents. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots briser l'espoir restant dans les yeux de mon père. J'ai été stupide de croire ça. J'ai été stupide de croire que tu pouvais voir au-delà de ton propre ego colossal et pathétique pendant 5 secondes. Mon père s'est rétréci sous le poids des mots de Robert. Tout le service était témoin du démantèlement public complet et absolu d'un tyran. Robert n'avait pas terminé. Il s'est tourné vers les employés stupéfaits. Cette réunion est terminée.
Tout le monde retourne à son bureau maintenant. La pièce s'est vidée en quelques secondes, les gens trébuchant pratiquement les uns sur les autres pour s'échapper. Puis ses yeux ont trouvé David, le responsable des RH, qui se tenait silencieusement dans le coin, son visage affichant un masque parfait d'horreur corporative. David, mon bureau. Maintenant. Nous devons anticiper les retombées juridiques et financières de cette catastrophe. Enfin, le regard de Robert s'est posé sur mon père. Il le regardait non pas comme un beau-frère, pas comme un membre de la famille, mais comme un passif, un cancer pour l'entreprise qu'il avait passé sa vie à bâtir. Tu n'as pas seulement supprimé un fichier, Richard, dit-il, sa voix remplie d'une finalité silencieuse et dévastatrice qui était pire que n'importe quel cri. Tu viens de supprimer l'avenir de ce département, et peut-être, juste peut-être, tu as supprimé le tien. Il a fait volte-face et est sorti, laissant mon père debout seul derrière son bureau, un homme complètement et totalement vaincu, non pas par une grande conspiration, mais par les conséquences rapides et brutales de sa propre arrogance. Je l'ai regardé pendant un moment, cet homme qui avait tant de pouvoir, tant d'influence sur ma vie. Il avait l'air petit. Il avait l'air faible. Il avait l'air pathétique. Je ne ressentais aucune pitié. Je ne ressentais aucune colère. Je ne ressentais rien du tout. Je me suis juste tourné, je suis sorti de son bureau sans un seul regard en arrière, et je suis allé emballer mon bureau. La guerre était finie. J'avais gagné. Retourner à mon box me semblait surréaliste, comme me déplacer dans l'eau. Le bureau, habituellement bourdonnant du faible bruit des claviers et des appels téléphoniques, était mortellement silencieux. Chaque tête était baissée, faisant semblant d'être absorbée par son travail, mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi pendant que je passais. Leur visage, quand j'en apercevais un, était un étrange cocktail de crainte, de peur et d'un respect nouveau et réticent. J'avais fait ce qu'aucun d'eux n'avait jamais osé imaginer. J'avais tenu tête au tyran, et le tyran s'était effondré. J'ai trouvé une petite boîte en carton vide près de la photocopieuse et j'ai commencé à emballer mes effets personnels. Ce n'était pas grand-chose, quelques livres sur la stratégie commerciale, une photo encadrée de mon terrier ébouriffé, une tasse à café bien usée qui disait l'employé le plus correct du monde, les artefacts banals d'une vie que j'étais déjà en train de quitter. Cela n'a pas pris longtemps. J'ai réalisé avec une pointe de tristesse que je ne m'étais jamais permis de planter beaucoup de racines ici. Sarah Chin s'est approchée de mon bureau, ses mouvements hésitants. Ses yeux étaient grands ouverts d'incrédulité. « Alex, je suis juste. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'était légendaire. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ce qu'il a fait. » Je l'ai corrigé doucement, lui offrant un petit sourire fatigué. Il ne m'a pas laissé le choix. Elle a hoché la tête, comprenant. Puis elle a jeté un coup d'œil rapide autour d'elle avant de glisser une petite clé USB noire sur mon bureau, la couvrant un instant avec sa main. Une petite police d'assurance, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. J'ai fait une sauvegarde complète de ton rapport hier soir avant de partir. Je me suis dit qu'il pourrait essayer de faire quelque chose de louche au cas où. Elle m'a serré le bras, un geste de solidarité qui signifiait le monde pour moi à ce moment-là. Bonne chance, Alex. Tu mérites tout ça. Merci, Sarah, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Pour tout. J'ai glissé la clé USB dans ma poche. Elle me semblait plus lourde qu'elle ne l'aurait dû. Ce n'était plus seulement des données. C'était une preuve. C'était une justification. C'était la loyauté d'une amie. Pendant que je fermais la boîte avec du ruban adhésif, David des RH s'est approché de moi, tenant une tablette et arborant une expression professionnelle et douloureuse. « Alex, dit-il, son ton prudent et neutre, j'ai juste besoin que tu signes les papiers de sortie. Pour information, nous avons officiellement documenté ta démission en raison d'une plainte pour environnement de travail hostile. L'entreprise ne contestera pas ton départ immédiat et, conformément aux instructions de Robert Vance, paiera le reste de ton contrat en totalité, ainsi que tes jours de vacances accumulés. » J'ai griffonné mon nom là où il indiquait qu'il était au-dessus. Officiel, final. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour du bureau. Cela ressemblait déjà à un endroit que j'avais connu, un chapitre d'un livre déjà terminé. J'ai ramassé ma boîte et je me suis dirigé vers la sortie principale. Je devais passer une dernière fois devant le bureau de mon père. Il se tenait dans l'encadrement de la porte comme s'il m'attendait, bloquant mon chemin. Et ma mère était là aussi. Elle avait dû dépasser toutes les limites de vitesse de la ville pour arriver là après son appel de panique. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré.
Alex, s'il te plaît, a-t-elle commencé dès qu'elle m'a vu, sa voix suppliante et désespérée. Ne fais pas ça. Arrête-toi et réfléchis une minute. Pense à la famille. Pense à ce que cela va nous faire à tous. Je pense à la famille, maman, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je me suis arrêté à quelques mètres d'eux, refusant d'être entraîné dans leur cercle de drame. Je pense à la partie de la famille qui vient de m'humilier publiquement et a tenté de détruire ma carrière à cause d'un ego blessé. Il ne le pensait pas comme ça, a-t-elle insisté, une phrase que j'avais entendue 1000 fois auparavant. Il était juste, il était sous beaucoup de pression. Tu sais comment il est. Il t'aime. Au fond. J'ai laissé mon regard dériver d'elle vers mon père. Il ne croisait pas mon regard. Il fixait la moquette moelleuse, un roi déchu, un homme qui avait perdu son royaume et son fils dans le même laps de temps de 10 minutes. Amour, ai-je dit, le mot avait le goût de cendre dans ma bouche. Ce n'était pas de l'amour dans cette pièce, maman. Ce n'était pas de la pression. C'était du contrôle. C'était de la peur pure et non filtrée. Et j'en ai fini avec ça. J'ai déplacé la boîte dans mes bras. Je dois y aller. J'ai un nouveau travail à commencer. Alex, attends. Mon père a finalement parlé, sa voix faible et brisée. Nous pouvons arranger ça. Je peux parler à Robert. Je peux doubler ton salaire. Le tripler. Tout ce que tu veux. L'offre était si pathétique, si incroyablement insensible, que j'ai failli éclater de rire. Cela prouvait qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait encore que c'était une question d'argent. Il n'a jamais été question d'argent, papa. Tu devrais le savoir, toi, de toutes les personnes. J'ai fait un pas de côté, dans l'intention de le contourner. Il a bougé à nouveau, un mélange maladroit et désespéré pour bloquer mon chemin et nous alors? Et notre relation? Je me suis arrêté et je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis que j'étais sorti de son bureau. J'ai soutenu son regard, laissant le silence s'étirer, le forçant à voir le vaste abîme vide qui s'était ouvert entre nous. Notre relation professionnelle, ai-je dit, chaque mot étant une pierre soigneusement placée et parfaitement polie, est terminée. Quant à notre relation personnelle, elle est sous assistance respiratoire. Et aujourd'hui, c'est toi qui as débranché la prise. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai dépassé, j'ai dépassé ma mère en larmes, j'ai franchi les portes vitrées étincelantes de Foster Analytics et je suis sorti sous le soleil brillant et indifférent de l'après-midi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis ma petite boîte d'affaires dans le coffre de ma voiture, je suis monté sur le siège conducteur et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro d'Isabella Rivera. Alex, répondit-elle à la première sonnerie. Tout va bien? Tout est parfait, ai-je dit, et j'ai senti un sourire sincère et authentique se répandre sur mon visage pour la première fois de la journée. C'était comme remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau pendant 1 an. J'ai officiellement quitté le bâtiment. Parlons de cette offre. Nous avons passé les 20 minutes suivantes au téléphone alors que je m'éloignais en voiture, réglant les derniers détails. Je n'étais pas seulement un coordinateur, ni même un responsable principal. Mon nouveau titre était directeur du développement des partenariats. C'était un rôle de direction supérieure. Le salaire était réel. Les actions étaient réelles. Mon avenir était réel. Alors que je raccrochais le téléphone et que je m'engageais sur l'autoroute, j'ai ressenti un profond sentiment de libération, jusqu'à la moelle. Il ne s'agissait pas seulement du nouvel emploi ou de l'argent. C'était le sentiment de reprendre le récit en main. Mon père avait passé toute ma vie à essayer d'écrire mon histoire pour moi, me désignant comme le personnage secondaire décevant dans sa propre grande pièce. Aujourd'hui, je lui avais enlevé la plume de la main et j'étais sur le point d'écrire un tout nouveau chapitre, où j'étais le héros. Mes premières semaines chez Rivera Partners ont été un tourbillon, mais un bon. C'était comme passer d'un film en noir et blanc à un Technicolor glorieux. Le bureau bourdonnait d'énergie, pas de tension. Les gens collaboraient dans des espaces ouverts. Les idées étaient griffonnées sur des tableaux blancs et des rires résonnaient dans les couloirs. Alors que Foster Analytics était construit sur la peur et une hiérarchie rigide de haut en bas, Rivera Partners était construit sur la collaboration, l'innovation et la confiance. Ma philosophie de la touche personnelle n'était pas seulement tolérée ici. Elle était célébrée. C'était le cœur du programme de formation officiel de l'entreprise. Isabella Rivera ne voulait pas de robots. Elle voulait des gens passionnés et engagés.
Environ un mois après mon entrée en fonction, le premier tremblement de terre important a frappé mon ancienne entreprise. J'étais en pleine séance de stratégie avec Isabella et ma nouvelle équipe, réfléchissant à des moyens d'innover notre approche client. Mon téléphone a vibré avec un email de l'assistante administrative d'Isabella. L'objet n'était qu'un seul nom, Evelyn Reed. Mon cœur a fait un bond. L'entreprise d'Evelyn Reed était un compte énorme, représentant 15% du chiffre d'affaires annuel de Foster Analytics. J'ai ouvert l'email. C'était un message transféré de Madame Reed elle-même, envoyé directement au bureau de mon oncle Robert, et qui, apparemment, faisait maintenant le tour. L'email était une notification formelle et directe. Elle exerçait la clause de résiliation de 30 jours dans son contrat avec Foster Analytics, avec effet immédiat, invoquant une perte de confiance fondamentale dans la direction générale et son orientation stratégique. Dans le dernier paragraphe dévastateur, elle a annoncé que son entreprise allait transférer l'ensemble de son portefeuille d'affaires à Rivra Partners, en particulier pour être géré par mon nouveau département. Un lent sourire satisfait s'est répandu sur mon visage. Je ne l'avais pas sollicité. Je n'avais pas passé un seul appel ni envoyé un seul email. J'avais respecté ma clause de non-concurrence à la lettre. C'était simplement la première conséquence naturelle, une validation. Je pouvais presque imaginer la panique pure et absolue qui éclatait dans la salle de réunion de Foster Analytics. La perte de ce seul compte important serait un coup dévastateur, non seulement pour leurs résultats, mais aussi pour leur réputation dans le secteur. C'était le premier domino à tomber, et je savais que ce ne serait pas le dernier. 2 mois plus tard, le deuxième domino, plus personnel, est tombé. J'ai reçu un appel sur ma ligne directe. C'était Monsieur Henderson. « Alex, mon garçon. » Sa voix joyeuse et forte est passée au téléphone. « J'ai entendu dire que tu avais progressé dans la vie. Tant mieux pour toi. Je savais que tu étais trop intelligent pour ce vieux endroit. Monsieur Henderson, c'est formidable de vous entendre, ai-je dit, une chaleur authentique se répandant dans ma poitrine. Comment va Buddy? Il va bien. Un peu plus lent dans les escaliers ces jours-ci, mais il court toujours après les écureuils avec un cœur de lion. Il a ri. Écoute, Alex, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est que mon contrat avec ton ancienne entreprise doit être renouvelé le mois prochain. Et pour être parfaitement honnête, le service a complètement dégringolé depuis ton départ. Il a ensuite décrit un déjeuner désastreux qu'il avait eu avec mon père, qui avait personnellement et désespérément essayé de conserver ses affaires. Il ne comprend tout simplement pas, mon fils, a déclaré Monsieur Henderson avec un lourd soupir. Il a passé tout son temps à parler de maximiser le retour sur investissement et d'optimiser nos entonnoirs de données. Il sonnait comme un programme informatique. Il ne m'a jamais demandé comment allaient mes affaires, et encore moins comment allait Buddy. Il me considérait juste comme un chiffre qu'il était sur le point de perdre. Il a ri à nouveau, un son sec et sans humour. Bref, je ne renouvelle pas, envoie-moi un de tes contrats. Je préfère faire affaire avec une personne qu'avec une putain de feuille de calcul. Et ainsi de suite. Ce n'était pas un exode soudain et spectaculaire. C'était un saignement lent, douloureux et méthodique. C'était la mort par 1000 coupures de papier. Au fur et à mesure que les autres contrats que j'avais nourris arrivaient à échéance au cours des 6 mois suivants, ils étaient perdus, un par un. Les clients avec lesquels j'avais établi de véritables relations pendant un an choisissaient de suivre la relation, pas le nom de la marque. L'histoire de chacun d'eux était désespérément similaire. Mon père, ou ses managers de la vieille garde, essayaient de les retenir en utilisant les vieilles méthodes froides et impersonnelles, et il échouait de façon spectaculaire. Il ne comprenait pas que la loyauté n'était pas envers Foster Analytics. La loyauté était envers la personne qui se souvenait du nom de leur enfant, qui s'enquérait de leur chien malade, qui les traitait comme des êtres humains de valeur. 6 mois après mon départ, la nouvelle que je savais imminente a finalement été diffusée dans une grande publication spécialisée de l'industrie. Le titre était le suivant, Foster Analytics annonce une restructuration majeure, licencie 30% de son personnel au milieu d'une crise financière. L'article citait une attrition importante et inattendue de la clientèle au cours des 2 derniers trimestres comme cause principale. J'ai lu l'article dans mon nouveau bureau d'angle spacieux chez Rivra Partners, un bureau avec vue sur toute la ville. Le même jour, Isabella m'avait officiellement promu associé principal. Mon téléphone a sonné alors que je regardais par la fenêtre. L'identification de l'appelant indiquait maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. J'ai soupiré et j'ai répondu. Alex, as-tu vu les nouvelles?
Sa voix était tendue, au bord des larmes. Je l'ai vu, maman. Ton père, c'est une épave. C'est un homme brisé. Il lui reproche tout. Il parle de le forcer à partir. Le travail de Léo pourrait être en jeu dans ses licenciements. L'entreprise s'effondre. Sa voix s'est brisée. Tu dois faire quelque chose. S'il te plaît, appelle tes anciens clients. Dis-leur de revenir. Tu es le seul qu'ils écouteront. La demande était si audacieuse, si complètement et totalement détachée de la réalité, que je suis resté sans voix pendant un moment. Il m'avait humilié publiquement, avait essayé de me ruiner et m'avait poussé dehors. Et maintenant, il voulait que je revienne et que je nettoie le désordre catastrophique qu'ils avaient causé. Je ne peux pas faire ça, maman, ai-je dit, ma voix ferme mais pas méchante. Pourquoi pas, a-t-elle crié, sa voix montant de désespoir. C'est ta famille. C'est ton père. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait peur. Tu ne vois pas ça? Peur de quoi? Demandai-je tranquillement, bien que je connaissais déjà la réponse. Peur de toi, lâcha-t-elle, les mots déferlant dans un torrent d'aveux et de désespoir. Il a vu à quel point tu étais bon, à quelle facilité tout venait à toi. Il a vu les clients se connecter avec toi d'une manière dont ils ne s'étaient jamais connectés avec lui. Il fait ce travail depuis 30 ans, Alex, exactement de la même manière. Et tu es arrivé et tu lui as montré, en moins d'un an, que sa façon de faire était obsolète. Cela l'a terrifié. Cela a brisé son cerveau. Il n'essayait pas de te blesser. Il essayait de se protéger lui-même. Son propre ego fragile. La confession planait dans l'air entre nous. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une justification. Mais pour la première fois, cela ressemblait à la vérité nue. Toute cette saga n'était pas une grande tragédie sur la chute d'une entreprise familiale. C'était une étude de caractère intime d'un homme dont la fierté et la peur l'ont conduit à détruire la chose même qu'il essayait de protéger. Et mon rôle dans son histoire était, enfin terminé. Je suis désolé qu'il ait eu peur, maman, ai-je dit finalement, les mots ayant un goût étrange et étranger. Je le suis vraiment. Mais sa peur n'excuse pas ses actions, et ce n'est pas mon travail de réparer les dommages qu'il a causés. J'ai mis fin à l'appel, ressentant un étrange et paisible sentiment de clôture. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Toute cette saga n'était pas une grande tragédie sur la chute d'une entreprise familiale. C'était une étude de caractère intime d'un homme dont la fierté et la peur l'ont conduit à détruire la chose même qu'il essayait de protéger. Et mon rôle dans son histoire était, enfin terminé. Cela fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai quitté Foster Analytics pour la dernière fois. En tant qu'entreprise, elle n'existe plus. Après des mois d'hémorragie de clients et de spirale d'endettement, ce qu'il en restait a été acquis par un concurrent national plus important pour quelques centimes. Une vente à la sauvette. Mon père a été contraint à une retraite anticipée, sans cérémonie et amère. Mon frère, Léo, fidèle à lui-même, a été jugé superflu et renvoyé lors de la fusion. Il m'envoie un message texte en colère et plein de reproches de temps en temps, généralement tard dans la nuit. Je ne réponds jamais. Il n'y a plus rien à dire. Ma relation avec mes parents est distante. C'est la trêve polie et tendue d'une guerre froide. Nous nous parlons pendant les vacances et les anniversaires. Les appels sont courts, superficiels et lourds de toutes les choses que nous ne nous dirons jamais. Ma mère essaie toujours de négocier une paix qui n'a jamais vraiment existé au départ. Mon père parle rarement. Le gouffre qui s'est ouvert dans son bureau ce jour-là ne sera peut-être jamais comblé. Et je finis par accepter que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être réparées. Parfois, tard dans la nuit, je pense au concept de vengeance, à la fantaisie primale et satisfaisante de regarder l'homme qui a essayé de te briser perdre tout ce qu'il a de cher. Mais quand je suis honnête avec moi-même, la partie la plus satisfaisante de tout ce voyage n'était pas sa chute. C'était ma propre ascension. La vraie vengeance n'était pas un plan élaboré et calculé. C'était la conséquence naturelle et inévitable du fait de choisir de croire en ma propre valeur quand il refusait de le faire. C'était l'acte quotidien d'arriver à un travail où j'étais valorisé, respecté, et non seulement autorisé, mais encouragé à être moi-même. C'était le succès stupéfiant de Rivra Partners, qui au cours de la dernière année est devenu le leader incontesté de l'industrie, construit sur les principes mêmes de la connexion humaine authentique qu'il a autrefois qualifié publiquement d'ordure. Mon succès n'a jamais été une question de lui prouver qu'il avait tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison.
J'ai appris que je n'avais pas besoin de démolir sa maison. J'avais juste besoin de construire la mienne sur des fondations plus solides et plus honnêtes. J'ai appris que votre valeur n'est pas, et ne peut jamais être, déterminée par les personnes qui refusent de la voir. Elle est forgée dans le feu et la pression, dans les moments où vous décidez de la voir en vous-même, même lorsque vous êtes complètement et totalement seul. Mon père a supprimé un fichier, mais il n'a pas pu supprimer ma valeur. C'est la seule chose qu'il n'a jamais eu le pouvoir de faire. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû parier sur vous-même contre toute attente? J'aimerais en entendre parler. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.